À votre avis, où suis-je? Je suis dans... Ben oui, dans un TGV. Vous avez peine à le croire, mais c'est tout ce qui reste d'une remorque première classe du TGV lorsqu'elle passe entre les mains des spécialistes du Technicentre de Bichem. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, on fait la maintenance des TGV. On va vous expliquer tout cela. Donc vous voyez bien, on met en quelque sorte à nu, complètement à nu, les caisses, on les déshabille, et puis bien, on va procéder à tout un tas de travaux et on va les remettre au goût du jour, on va les remettre à neuf, à la mi-vie. Tout ça, on va vous l'expliquer dans le TGV. Voilà. Ce centre de Bichem, c'est un centre de maintenance qui est dévolu au TGV. Vous savez que pour le TGV, il y a des opérations de maintenance courantes. Ce sont les technicentres. Par exemple, on a visité celui à Pantin, celui de Lourdes, technicentre est-européen. Il y a celui du Landy pour le TGV Nord. Bref, à chaque ligne TGV, eh bien, ce centre de maintenance, je dirais, c'est les opérations quotidiennes. Mais il y a les opérations lourdes de qualité, et pas n'importe lesquelles, eh bien, elles ont lieu ici à Bichem. Bichem, c'est le cœur de la maintenance du TGV. Ce sont vraiment des grands spécialistes. Par exemple, on y fait ce qu'on appelle les opérations à mi-vie. C'est ce que l'on va voir dans ce DVD. On déshabille complètement une rame pour la refaire complètement de A à Z, la remettre à neuf. Mais on fait également des opérations spéciales. On répare les rames accidentées, quand il y a des chocs, par exemple, au passage à niveau. On s'occupe des prototypes. Savez-vous que c'est ici qu'est passée la rame du record du monde, et notamment les motrices. Et puis également la mise au point de TGV, depuis la turbine à gaz jusqu'à nos TGV, eh bien, c'est fait à Bichem. Bref, ici, c'est un très gros centre, 1000 personnes, 65 corps de métiers différents. On va voir tout cela dans ce DVD et c'est passionnant. Donc, ce DVD est consacré à la maintenance. La maintenance, c'est une opération capitale. Capitale pour la durée de vie du matériel, mais capitale pour la sécurité. Comme dit Jean-Marie Messler, l'un des pères du TGV, il dit rien ne sert de rouler tous les jours à 300 à l'heure. Le problème, c'est de le faire en sécurité. Et la clé de la sécurité, eh bien, c'est la maintenance. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Premier film, la maintenance au quotidien. C'est un film suisse, remarquable. Vous allez découvrir en quelque sorte les coulisses d'un exploit. Deuxième film, sans fausse note. C'est un jeu de mots. En fait, c'est un centre de maintenance, c'est celui de Villeneuve-Saint-Georges où on a mis au point, où étaient souvent remisées eh bien, les rames expérimentales du TGV Sud-Est. 4 bonus. Premier bonus, la voiture électrotechnique. Eh oui, c'est une voiture d'essai que l'on accroche derrière les locomotives pour pouvoir mesurer le comportement du matériel. Il est truffé d'électronique. Le deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, comment ça fonctionne? Un Bichem, un centre de maintenance. Troisième bonus, le portrait d'un homme, pas n'importe lequel, c'est Philippe Deschamps, le directeur de cet établissement. Et enfin, quatrième bonus, eh bien, c'est tout de même un petit clin d'œil, c'est la règle d'entretien. Et oui, car derrière l'entretien, il y a, si vous voulez, toute une méthodologie, c'est-à-dire qu'il y a des choses tout à fait très strictes à respecter si on veut faire un travail de qualité, ce qui est le cas ici. Allez, bon voyage. Sillonne voilà maintenant plus de 20 ans quotidiennement le territoire français, l'une des plus belles success stories en matière de progrès technologique. Et quand on dit sillonner, excusez du peu, nous devrions dire plutôt tracer le territoire. En effet, qui aurait imaginé un instant qu'un jet de pierre de l'un des monuments de France les plus précieux puisse toiser cette autre merveille?
L'abbaye de Cluny, fondée en l'an 910 par le duc Guillaume d'Aquitaine, située aux confins du Mâconnais, a la surprenante caractéristique de voir passer devant ses clochers millénaires de drôles de flèches bleues et argent qui filent à folle vitesse en direction du nord ou du sud. C'est un peu la grande histoire de France qui se croise avec respect maintes fois par jour à 300 km/h. En 1937, la France nationalisait enfin les quelques dernières grandes compagnies ferroviaires de l'Hexagone, toutes au bord de l'abîme, sous l'unique enseigne de Société nationale des chemins de fer français, la SNCF. De ce réseau imposant, dans les années 70, de gros soucis s'annonçaient à nouveau, mais cette fois-ci du côté de la colonne vertébrale de celle-ci. En effet, la relation Paris-Lyon allait se trouver de plus en plus saturée. Cette situation devenait ubuesque pour les régulateurs des trains voyageurs comme ceux des marchandises. Par ailleurs, face à cette évidence, en haut lieu, ça toussait sec. Sans parler de l'entretien des infrastructures dont les coûts prenaient l'ascenseur année après année, dû à la densité sans relâche du trafic sur la ligne. Fallait-il bien faire quelque chose, mais quoi? Doubler la ligne conventionnelle à 4 voies? Pas folichonne l'idée. Alors pourquoi pas recourir à la construction d'une nouvelle ligne où les trains pourraient rouler à plus de 250 km/h? Et c'est comme ça que certains ingénieurs géniaux de la SNCF, tels que Metzler, Alias et Dupuis, se sont mis à rêver avec leurs équipes à un Tokaido qui pourrait par exemple franchir à vive allure, comme un toboggan, les vallons du Morvan. Le plus génial dans tout ça, c'est qu'ils ont eu l'autorisation de le faire et surtout de bien transcrire ces rêveries noir sur blanc. En 1966, le projet C03, terme confidentiel d'une vaste étude d'une ligne à grande vitesse communément appelée LGV, était en marche. En 1969, la direction de la SNCF remet au pouvoir public le fameux dossier C03 et passe commande de 2 prototypes de rames TGV aux usines Alstom de Belfort. Et déjà en mars 1972 sort triomphalement des ateliers le premier prototype TGV 001. Cette dernière, à traction turbine à gaz, fera tous ses essais sur la ligne latérale des Landes. La 002, quant à elle, ne sera jamais fabriquée. Aujourd'hui encore, la motrice de la 001 pose fièrement à Bicham face à l'autoroute A4. Une présence, comme pour souligner taquinement au petit bolide, que d'autres modes de transport plus écologiques, plus rapides et plus sécurisants existent en France. Au début, dans l'esprit de l'équipe des bureaux de recherche de la SNCF, le projet consistait à faire rouler des rames articulées sur une ligne ferroviaire la moins accidentée possible pour atteindre des vitesses de croisière de 240-250 km/h d'un bout à l'autre de la ligne. En 1974, l'accord de principe est donné au projet concernant la construction d'une première ligne à grande vitesse entre Lyon et Paris. Mais, subitement, le premier choc pétrolier frappe les ardeurs et changera quelque peu la donne au plan d'origine. C'est finalement après un conseil interministériel consacré à la crise de l'énergie que le gouvernement autorisera enfin cette fameuse construction de ligne LGV, mais recommandera fermement la SNCF à ce qu'elle soit à traction électrique. La messe était dite. Il faut savoir aussi pour la petite histoire que le projet fut minutieusement préparé afin qu'il puisse passer comme lettre à la poste aux différents stades des arcanes du pouvoir. Ce ne fut pourtant pas chose facile, surtout quand un certain Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, était farouchement opposé au projet. Cependant, l'entêtement peut parfois porter ses fruits, et rien ne fut donc laissé au hasard lors de la réunion décisive avec le président Pompidou où, en toute fin d'une longue séance sur l'adoption ou non de grands projets sur l'aménagement du territoire, le projet du TGV était frappé en quelques minutes du paraphe présidentiel. 409 km de lignes LGV ne se construisent pas comme ça. Une direction spécifique à part entière fut mise en place pour cette gigantesque construction ferroviaire. Cette instance allait diriger l'œuvre dans son ensemble pour le compte de la direction de la SNCF. Préparer les enquêtes, acquérir les terrains, lancer les appels d'offres auprès des entreprises du BTP, passer les adjudications à ces derniers, assurer la maîtrise des travaux, surveiller les comptes, s'attacher à ce que socialement tout soit en règle, bref, une gigantesque entreprise d'État. Il est vrai que depuis plus d'un siècle déjà, pareille construction ferroviaire ne s'était plus vécue.
premier coup de pioche, si j'ose dire, en décembre 1976. Fin des travaux de la première partie de la LGV PSE Saint-Florentin-Sathonay, juste avant l'ouverture commerciale en septembre 1981. Quant à la première rame articulée électrique, c'est à nouveau du côté de Alstom à Belfort en juillet 1978 que cette dernière est présentée à la presse. Tout habillé d'orange, ce nouveau train rapide fait sensation partout où il passe. Tout le monde en parle, c'est le principal sujet de conversation dans l'Hexagone. La révolution passe à nouveau par la France et c'est non sans fierté que le nouveau président de la République, François Mitterrand, inaugure le 27 septembre 1981 le train le plus véloce du monde, 260 km/h, et qui surtout changera profondément les habitudes de déplacement de tout un pays, puisque sous la volonté tenace des dirigeants de la SNCF d'alors, il devait être impérativement accessible à tous. Plus de 20 ans maintenant se sont écoulés depuis le départ des premières rames commerciales en direction du sud-est de la France, Lyon, Dijon, Saint-Étienne, Genève. Par ailleurs, il est un secret pour personne aujourd'hui de savoir que le TGV n'a jamais déçu ses concepteurs et que commercialement le succès fut tel que le remboursement des crédits de la première ligne LGV fut quasiment réglé en 10 ans. Dans la foulée, avec les années qui suivirent, il fut possible d'étoffer conséquemment l'offre TGV, grâce notamment à la finition de la ligne LGV. De multiples et nouvelles destinations ont pu depuis être ainsi affichées à l'horaire. Le TGV est un train comme les autres qui exige des soins très attentionnés, la sécurité avant tout. Devons-nous rappeler qu'aujourd'hui, ceux-ci roulent quotidiennement à 300 km/h entre Paris et Marseille. Les 146 rames, dont 60 duplex, que compte aujourd'hui le parc du Sud-Est, ne sont pas là aussi, une mince affaire à gérer. C'est pourquoi nous avons souhaité d'aller derrière la vitrine éclatante qu'est le TGV, afin de faire connaissance de deux lieux bien distincts, essentiels et inconnus du grand public, que sont les établissements de maintenance des TGV, situés à Villeneuve-Saint-Georges et Paris-Conflans. Les deux sites ont des responsabilités bien précises dans la maintenance des véhicules. Commençons donc par celui de Villeneuve où se trouve la maintenance lourde. C'est ici que, par exemple, l'on procède en fosse au changement des roues fortement mises à contribution dues aux vitesses élevées lors de leur exploitation. Il y a aussi des moteurs dont il faut s'occuper. Par ailleurs, le site bénéficie d'infrastructures opérationnelles de pointe, notamment des élévateurs qui permettent des levages synchronisés de rames entières pour le changement des bogies complets. Gain de temps imparable, car justement le temps est constamment compté aux IEM de Villeneuve. Le patron de l'établissement est content que lorsqu'il peut voir le fond de ses halles. Cette vision lui prouve que les trains sont en ligne ou disponibles pour le roulement. Efficacité. À Villeneuve, plus de 1200 collaborateurs sont chaque jour au chevet des trains mythiques, nuit et jour, 365 jours sur 365. D'une manière ou d'une autre, tous les 37 jours, les TGV doivent impérativement passer en visite à Villeneuve-Saint-Georges. Depuis peu, le site s'est vu inaugurer des nouvelles halles de maintenance. L'ambiance ici est plus feutrée. On procède à la rénovation des habillages intérieurs des voitures première et deuxième classe. Ici comme ailleurs, l'on ressent aussi cruellement les fortes tendances à la hausse concernant les déprédations. Mais avant de quitter Villeneuve et au détour d'une ancienne halle, quelle ne fut pas notre surprise quand, sous nos yeux ébahis, de drôles de vétérans témoins d'un autre temps héroïque se meillaient à l'abri des regards indiscrets. Cette drôle de promiscuité avec les trains d'aujourd'hui ne manque pas de piquant. Paris-Conflans est l'autre unité de maintenance. Proche de la gare de Lyon, c'est ici que l'on prépare les trains au service.
Lavés à grands jets, puis pris en main par une société extérieure à la SNCF, les TGV sont bichonnés avant d'être remisés à nouveau au faisceau de parking, prêts pour un nouveau service dans la journée. Du reste, un contrat de régularité stricte lie l'établissement de Conflans à la gare de Lyon afin que les trains prévus à l'horaire par la direction Grande Ligne soient toujours disponibles 30 minutes avant chaque départ pour une nouvelle destination. Durant les opérations d'entretien, il n'est pas rare non plus qu'il faille procéder parfois à un changement d'une ampoule ou subvenir à une petite réparation. Les WC chimiques sont quant à eux vidangés tous les 72 heures, 60 pour les duplex. Néanmoins, tous les 5000 km, chaque rame passe par une inspection plus en détail. Cela commence sur le toit, où les pantographes et les conduits de haut voltage sont inspectés minutieusement. En fosse, sous les wagons, chaque bogie est scrutée. Chaque niveau d'huile des essieux est surveillé. Les essieux moteurs ne doivent souffrir d'aucune irrégularité. Le bas des caisses doivent être rectilignes, car le ballast peut les altérer parfois. À 300 km/h, il n'y a jamais de cadeau. On peut découvrir en plus à Paris-Conflans un centre de régulation d'aiguillage où il y règne une concentration studieuse. On imagine aisément qu'une seule petite inattention et le drame peut surgir. La commande des faisceaux est faite depuis ces tableaux lumineux et depuis, surtout par de puissants ordinateurs. Chacun ici connaît sa responsabilité. C'est aussi d'ici que les ordres partent aux jockeys, sympathiques sobriquets donnés aux conducteurs de rames TGV, qui gèrent les allers et retours des convois de l'établissement à la gare centrale. Ces conducteurs de manœuvre ne peuvent bien évidemment et en aucun cas s'élancer sur une quelconque voie de ligne. Le chemin de fer menant au quai de la gare de Lyon s'effectue presque au pas, 30 km/h maximum. À l'arrivée au butoir et à l'opposé du convoi, le mécanicien confirmé pourra enfin prendre en main sa machine afin de la lancer à plein régime, selon bien évidemment son horaire affiché. Mais avant juste de laisser partir notre convoi, faisons un discret passage au sein des seins de l'aventure du TGV. Le bar appel mécanicien du train 6119, à toi. Nous voici dans un endroit top secret niché à quelque part dans Paris. Surnommé le Par, ce haut lieu est le headquarter de LGV, une vraie tour de contrôle. Toute circulation des trains sur la ligne à grande vitesse sont suivies seconde par seconde. Une équipe de professionnels aidés d'ordinateurs et de gigantesques tableaux signalétiques intégrant la ligne dans son ensemble veille constamment à la sécurité du roulement. Il est évident que, vu la vitesse empruntée par les convois, toute signalisation extérieure devenait inutile. Donc, le destin des pilotes et des voyageurs est constamment dans les mains de ces agents responsables. C'est l'heure, notre convoi est en marche pour Genève. 3h40 de voyage et le lac Léman est à portée de main. Par ailleurs, profitons de ce départ, car c'est peut-être bien la dernière fois que nous verrons sur le sud-est ces célèbres rames TGV PSE qui ont marqué à jamais d'une pierre orange la grande histoire du rail. En effet, après 20 ans de bons et loyaux services, ces rames tirent aujourd'hui leur révérence et regagnent une existence plus paisible sur la LGV du Nord. Cependant, pas de souci à se faire. De leur côté, les rames du TGV Réseau arrivent. Avec leur puissance incomparable, elles vont pouvoir même décoiffer plus d'un Suisse sur le tronçon Paris-Genève, via la ligne du Haut-Bugey. Enfin, on l'espère. Il était une fois une des grandes aventures de notre siècle, la rencontre de la vitesse et du rail. Le mécanicien du 632. Ici, Par, j'écoute. Avec la rame 56, j'ai un bloc isolé sur la motrice 23112. Bon, bah d'accord, merci. Mais une aventure en permanence sous contrôle au poste d'aiguillage et de régulation, le Par,
où la rigueur fait face à l'incident. J'ai un petit signalement à te passer. Au TGV 632, rame 56, sur la motrice 23112, il y a un bloc moteur d'isolé. Entendu. L'organisation centrale TGV, ou OCTGV, est la mémoire du parc des TGV Paris Sud-Est. Véritable chef d'orchestre, elle sélectionne les rames en vue de la composition des trains et programme l'entretien périodique et les réparations sur incident. Il n'est pas question d'immobiliser une rame pour une opération bénigne qui peut être regroupée ultérieurement avec d'autres. L'OCTGV est le trait d'union qui lie et coordonne les ateliers de maintenance entre eux. Elle est au sommet d'une pyramide dont chaque face a son particularisme. En gare de Lyon, il est procédé à un examen technique et de confort entre l'arrivée de la rame et son départ. À l'atelier de Conflans sont effectués les entretiens n'entraînant pas une immobilisation de plus d'une demi-journée. Et à l'atelier de Villeneuve sont prises en charge les interventions sur la rame nécessitant au plus 5 jours de travail. Le TGV est un mode de déplacement au dynamisme sans cesse mis en valeur. Comme le sont tous les trains, il est harmonisé comme un ballet savant par la Régie générale. TGV 920 arrivé 11h35 en provenance de Genève. Bellegarde, Bourg-en-Bresse, Mâcon TGV, entre en gare sur Boissé. Départ 10h55 en première et seconde classe à destination de Valence, Avignon, Marseille. Des hommes le surveillent, l'auscultent, font des diagnostics sans jamais s'arrêter, avec pour seul but prévenir les défaillances et porter remède s'il y a lieu. Ils savent prendre soin du TGV. Parti. Monsieur TGV lui dit tout de suite aussi? Oui, mais c'est pas. Le meilleur travail est celui qui ne se voit pas. En effet, comment le voyageur satisfait de son trajet pourrait imaginer cette véritable gare que sont ces ateliers, mais une gare sans voyageurs, où chaque homme prend part au bon service du TGV. Avoir recours à la valise de simulation de signalisation ou examiner le coupleur d'une motrice. Il est le maître d'œuvre des nécessités que sont la sécurité et le confort des rames.
lorsque le TGV revient de ses déplacements, tout est prévu, du pare-brise aux toilettes chimiques, pour lui redonner son éclat. Alors la 24, vous nous la rentrez ce soir pour huile noire. Ah, ce soir, ça va peut-être être difficile d'envoyer ce soir. Hein. Ah bah, j'aurais bien aimé, moi. Essayez, hein, mais... Pourquoi? D'accord, ça va être trop tard. À quelle heure elle rentre? 18 heures. Parce que BM aurait attaqué à 4 heures demain matin. D'accord, je te tiendrai au courant. Bon, d'accord. Et de ce fait, lundi, on fera les essais de VG de la 24. Les chefs d'équipe et leurs compagnons savent que la qualité du service TGV dépend d'eux. Et si leur travail est presque devenu un jeu d'enfant, il s'agit tout de même d'un jeu pour adultes, où les hommes sont électroniciens, mécaniciens ou électriciens, et sous autocontrôle. Un simple chariot arrimé sous le TGV lui permet de s'introduire dans l'atelier de reprofilage. Là, en quelques gestes secondés par l'ordinateur, les roues du TGV, sans démonter les essieux, vont retrouver une configuration neuve. Tout le monde en place pour la levée de la rame. Tout le monde en place pour la levée de la rame. Bon, chevalet 13, tu vérifies l'assise et l'aplomb des chevalets. Oui, j'ai vérifié. Il n'y a pas de problème, tout est correct. Et si les hommes de la SNCF ont élaboré une structure permettant de soulever habilement et rapidement une rame entière, leur but est de changer tous les bogies en une seule opération. Une rame est à pied d'œuvre et le régulateur de l'OC-TGV peut maintenant la remettre en service.
Toutes ces tâches réunies les unes aux autres font un ensemble d'une cohérence sans faille. Le train à grande vitesse, le TGV. Cette voiture spécialement équipée est principalement destinée aux essais en ligne des locomotives électriques. Si chaque organe de ces dernières a fait l'objet de nombreux tests chez le constructeur, il s'avère cependant nécessaire d'effectuer des essais en service pratique pour analyser les possibilités de la machine et étudier certains phénomènes qui ne peuvent être reproduits à poste fixe. La bande d'enregistrement va recevoir les inscriptions des principales grandeurs mécaniques intéressantes. Vitesse, force d'inertie, effort de compression, de traction, puissance et travail au crochet, enfin temps et parcours. Le train d'essai démarre. La puissante BB tire avec une apparente facilité les 21 voitures de son train représentant le poids coquet de 1100 tonnes. Accrochée immédiatement derrière elle, la voiture électrotechnique va scruter et enregistrer minutieusement les moindres réactions de tous ses organes, internes et externes, pendant l'effort. Tandis que le graphique du parcours d'essai se déroule, les opérateurs observent attentivement sur la table des enregistrements mécaniques le mouvement des styles inscripteurs entraînés par un mécanisme comportant des intégrateurs sphériques pour le calcul du travail et de la puissance. Les cadrans indiquent simultanément la vitesse et la puissance développées au crochet par la locomotive. Les secrets électriques qui se manifestent dans les machines ont nécessité, afin de les déceler, de nombreux aménagements spéciaux d'autant plus complexes qu'il s'agit maintenant d'ausculter non seulement les locomotives fonctionnant en courant continu sous 1500 volts, mais également les machines monophasées à 25 000 volts 50 périodes. Un meuble central où se trouvent rassemblés les enregistreurs des principales grandeurs électriques permet d'autre part l'utilisation pratique de tous les appareils de contrôle particuliers à l'essai. La puissance à l'arbre des moteurs de traction, la tension à la caténaire et l'intensité dans les circuits de puissance sont inscrits en permanence
tandis qu'un oscillographe électromagnétique à enregistrement multiple analyse des phénomènes très rapidement variables. Un pantographe monté sur la voiture autorise l'auscultation de la caténaire et permet l'alimentation des services auxiliaires. Dans la cabine de conduite de la locomotive transformée en poste de commandement, une liaison téléphonique avec micro et haut-parleur assure une relation constante avec le personnel de la voiture qui, de cette façon, peut à tout instant avoir des indications sur les réactions des appareils de mesure de la machine. La locomotive est maintenant en plein effort. Les pantographes suivent fidèlement la caténaire et docilement s'abaissent et se relèvent au passage des ponts sans perdre le contact. Dans la voiture, chacun regarde avec une confiante curiosité la rapide et douce progression des cadrans. La vitesse atteint 145 km à l'heure. Puis 147 km à l'heure. La puissance au crochet est de 4700 chevaux. Imperturbablement, les enregistreurs suivent et inscrivent fidèlement les grandeurs électriques. Tandis que le train d'essai de 1100 tonnes filait plus vite que le Mistral entre Paris et Dijon, les appareils de la voiture électrotechnique ont scruté dans les détails les plus infimes le fonctionnement électrique et mécanique de la machine confiée à leurs investigations. Relevés et comparés, les résultats de l'essai fourniront de précieux enseignements aussi bien aux ingénieurs d'études de la SNCF qu'aux propres constructeurs de la locomotive. Alors, Bichem, comment ça marche? Ou plutôt, qu'est-ce que l'on y fait ici à Bichem? Entre autres, un certain nombre d'activités, mais celle qui nous intéresse, c'est la maintenance des TGV. Et là, on en arrive à un point crucial. Autrement dit, si vous voulez faire, comme pour une voiture, la maintenance, eh bien, il faut commencer d'abord par déshabiller complètement la rame. Et là, les opérations sont même un peu plus complexes, en raison de la taille des pièces, évidemment, mais également en raison de contraintes mécaniques. Je m'explique. Donc vous avez là, voilà, une rame de TGV qui arrive, qui est à mi-vie, mi-parcours, et donc que l'on va rétrofiter, revérifier complètement de A à Z. Et comme pour un avion, on va la mettre complètement à nu et vérifier tous ces organes et changer ce qu'il faut changer. Donc première opération, vous savez qu'une rame de TGV, c'est pas une rame normale. C'est pas composé d'une motrice avec des voitures attelées les unes aux autres. C'est un ensemble indissociable, une espèce de gros chenille. Ça fait à la fois la force du TGV, c'est-à-dire ça permet sa tenue de voie en cas de problème, mais également c'est aussi sa faiblesse, un problème de maintenance, les opérations sont beaucoup plus compliquées quand il faut séparer voiture après voiture. Et ça, c'est une opération qu'on appelle le levage. Donc vous voyez, il y a une espèce de grands portiques jaunes qui vont prendre les caisses et les soulever. Et regardez bien, les caisses, l'autre caisse qui est là, sont reliées entre elles par une pièce intermédiaire que l'on appelle un anneau. Cet anneau, il est là-bas, vous le voyez, voilà l'anneau, et c'est sur cet anneau que repose donc le bogie. Voilà donc le bogie, c'est un bogie porteur et non pas un bogie moteur. Vous reconnaissez donc le châssis, l'essieu, les freins à disque très spectaculaires, et le poids de la caisse par l'intermédiaire de l'anneau est transmis aux roues par l'intermédiaire de cette suspension pneumatique. Donc, vous avez compris, le chaudron d'un côté, ce qu'on appelle la caisse, de l'autre côté, le bogie, l'anneau, et puis tous les organes intermédiaires, parce qu'on va tout désosser. Suivez-moi. Vous avez donc là ce qu'on appelle le chaudron, et regardez, celui-ci est en cours de rééquipement. Il vient d'être peint, vérifié bien entendu, et vous voyez, on est en train de mettre les sièges. On ira voir cela tout à l'heure. Venez voir d'abord comment on a tout désossé. Donc,
Attention, il y a des cales. Là, vous voyez, le chaudron repose sur un bogie intermédiaire, un bogie de travail. Donc, il y a des moteurs dans un TGV. Donc vous avez là, regardez, une très belle collection de moteurs. Vous voyez donc l'état dans lequel on les a. Quand on les démonte, ils ont tout de même parcouru un certain nombre de millions de kilomètres. Donc vous reconnaissez dans cette suspension, venez voir, on voit très bien les organes, c'est inhabituel. Donc ça, c'est les moteurs qui sont démontés, qui vont être vérifiés pour la partie électrique, et puis, on va vérifier la transmission. Donc vous reconnaissez là le moteur qui est accroché sous la caisse et qui va transmettre la puissance aux roues par l'intermédiaire d'un organe ici avec deux engrenages. C'est un réducteur, la boîte de vitesse, et la transmission aux roues se fait par un gros arbre à cardan qui coulisse, qui accepte les déformations, qu'on appelle une transmission tripode. Et donc vous voyez que celle-ci a été changée. On change également, on vérifie, bien entendu, le réducteur. On change les biellettes de sécurité. Et on va changer également les amortisseurs. Voilà, donc ça, c'est la partie moteur. Et s'il y a un problème sur un moteur, eh bien là, on va au magasin pièces détachées et la réparation des moteurs se fait à l'extérieur. Alors, autre organe, je ne parle pas, bien sûr, des boyaux. Là, vous avez les amortisseurs. Capital, l'amortisseur, pour éviter les mouvements parasites. Donc, eux font un très gros boulot. Donc, on vérifie et on change les amortisseurs. Et puis là, vous reconnaissez les pots de la suspension pneumatique, qui eux aussi également sont démontés, graissés, vérifiés. Et notamment, on vérifie, vous voyez, l'étanchéité de cette membrane. Alors reste donc maintenant la partie la plus spectaculaire, c'est-à-dire le chaudron lui-même que l'on va mettre à nu. Eh bien, ça se passe là-bas. Première opération, donc, le dégarnissage. Autrement dit, c'est le déshabillage, la mise à nu de la caisse. Vous voyez, on a peine à croire qu'ici, je me trouve dans une remorque première classe du TGV. Et vous voyez, on a commencé à bien la dépioter. On a enlevé donc les garnitures du pavillon, les porte-bagages, les vitres sont parties. On les a remplacées ici, vous voyez, par des plaques en contreplaqué. Pourquoi? Parce qu'après, il va falloir passer en peinture et au grenaillage. Et donc, pour éviter de grenailler l'intérieur de la rame, on met ces protections. Et après, on mettra les vitres. On a enlevé, vous voyez, les tablettes, les supports. Ça, c'est les trous pour le conditionnement d'air. Ça, c'est les isolants. On va les enlever. Vous voyez que la moquette a disparu. Et vous voyez également qu'il ne reste plus rien. Il n'y a plus les fauteuils, un petit cendrier, une petite poubelle qui traîne. Et tout ça va être enlevé. La caisse va être mise entièrement à nu. Et toutes les pièces sont minutieusement répertoriées, mises dans des caisses. Et puis, le problème, c'est que rien ne sert de mettre la caisse à nu, de la démonter. Il faut la rhabiller après. Et ça, c'est une autre affaire. Tenez, un autre détail ici à Bichem. Ça, vous reconnaissez l'univers dans lequel je suis. Quand on déshabille une voiture, on enlève les sièges, les fauteuils. Eh bien, vous les voyez ici, ça, c'était l'équipement d'une voiture. On sépare les coussins de la structure métallique. Quant aux coussins eux-mêmes, vous les reconnaissez ceux-là, hein? Vous voyez, TGV, avec les rayures, ça c'était la première génération. Eh bien, on va tout démonter, on va récupérer la mousse, les tissus, car ici, on ne jette pas, on recycle. Mais il n'y a pas que la caisse dont on s'occupe ici à Bichem. Il y a également toute la partie mécanique. Ça, vous le reconnaissez, c'est un anneau de liaison. On va le remettre à neuf, regardez. Les châssis de bogie, ils sont neufs. On a vérifié s'il n'y avait pas de cric, on a fait des petites reprises. Atelier de peinture. Voilà l'anneau de liaison, en voilà un, vous voyez, prêt à être monté. Mais il y a également le parc de pièces détachées. Donc là, vous avez, regardez, après, à côté de l'atelier de peinture, vous avez toutes les pièces, les biellettes de liaison pour la suspension, pour les organes, et ainsi de suite. C'est étonnant. C'est étonnant. Je dirais, c'est pour moi, Bichem, c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai jamais vu des TGV désossés comme cela. Là, on procède à la remise à niveau
et aux réparations des pièces. Réparation des pièces du bogie. Tenez, un exemple pour vous faire comprendre l'importance des travaux que l'on fait sur les bogies. Tenez, voilà, ça, c'est le bogie brut tel qu'il arrive. Vous voyez dans quel état il est, plein de graisse. Croyez-moi, celui-là, il a dû voir pas mal de millions de kilomètres dans toutes les conditions. Donc, voilà dans quel état il arrive. Là, on procède ce que j'appellerais au déshabillage des éléments de suspension, des ressorts, des essieux, des organes de frein. Ici, toutes ces pièces, soit sont changées, soit sont réparées, soit on met des pièces neuves, parce qu'il y a un grand magasin de pièces détachées. Et puis, le résultat, après quelques jours, vous l'avez là. Voilà un bogie prêt à partir. Enfin, si, il lui manque encore les essieux. Mais un petit détail, vous reconnaissez dans le bogie les éléments de freinage. Vous savez ce que c'est que les freins à disque sur votre voiture? Il y a des plaquettes, on les change les plaquettes. Regardez sur un TGV, voilà les jeux de plaquettes, et ces mâchoires viennent pincer le disque. Ça, c'est important, c'est la sécurité qui est en jeu. Et les motrices, me direz-vous? Eh oui, on a vu la rame de TGV, dans un bâtiment on s'est occupé des voitures, mais les motrices, eh bien les motrices elles subissent le même sort. Également, elles aussi vont être complètement désossées, remises à niveau et repartir d'ici neuves. Je vais vous montrer un petit exemple de la rapidité des travaux et de l'ampleur des travaux. Vous voyez celle-ci. Celle-ci, elle est à mi-vie. Elle est arrivée il y a 2 jours. Et regardez, au bout de 2 jours, il ne reste plus que le chaudron. Tout a disparu. Seul, on verra ça tout à l'heure, quelques câblages électriques. Et puis après, eh bien, regardez le résultat. Vous voyez l'autre là-bas. Elle est neuve. Elle est bonne pour le service. Eh bien, entre ce moment-là et celui-là, à votre avis, combien de temps s'est écoulé? Non. Un bon mois. C'est là la performance de ces ateliers. Alors maintenant, petite visite guidée. Allez, suivez-moi. Eh ben voilà. voilà ce qui reste d'un TGV, d'une motrice de TGV au bout de 2 jours. C'est assez spectaculaire. Tenez. D'abord, ici, cabine de conduite. Bon, il ne reste plus rien, il est plus petit. Tout est parti. Quant à l'intérieur, vous imaginez, vous avez déjà vu les tripes d'un TGV. Il n'y a plus rien. Alors, petite revue de détail. Donc vous voyez, il ne reste plus que le câblage électrique. Donc, l'armoire de commande électronique des moteurs, disparue. Elle est partie là-bas. On va la tester. Le groupe de refroidissement des moteurs qui est ici, parti. De même pour l'autre bogie. Ensuite, il y a le transformateur. Le transformateur, vous le voyez, il est là, avec son système de refroidissement. Lui aussi va être testé. Ça pèse 10 tonnes, donc on le sort, lui, par la toiture. Puis après, il y a les compresseurs d'air, et puis le câblage électrique. Et donc le câblage électrique, lui, il va rester en place. Ou plutôt, on va le tester. Et si on a détecté soit des résistances parasites, soit des fuites de courant, ou bien des échauffements, eh bien on changera les conducteurs. Alors la suite, eh bien la suite est toute simple. On va d'abord emmener ce chaudron nu au lavage. Vous voyez, ça a roulé tout de même, ça a parcouru un bon paquet de millions de kilomètres. Puis ensuite vers le grenaillage, vous savez, on projette, on décape, de façon à y voir beaucoup plus clair, qui va permettre d'inspecter la peau, la structure métallique. On va donc changer les pièces où il y a la corrosion, des pièces déformées par des chocs, mettre des renforts. Et après, eh bien après, on va procéder au sens inverse. On va remettre les persiennes, remettre les équipements, la ligne de toiture, et on va la peindre. Ça, sa peinture, ça, sa livrée d'origine. Et puis ensuite, eh bien, on va la remonter. On va tout remettre dedans. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. Il faut être très minutieux. Et on ne perd pas de pièces. C'est ça qui est étonnant. Et le résultat, vous l'avez vu, eh bien, au bout d'un mois, j'oserais dire, prête à l'emploi. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la partie mécanique dans un TGV. Voilà pour la partie électrique. Maintenant, dans un TGV, il y a également une partie mécanique. Ben oui, il y a des moteurs électriques et il faut transmettre la puissance aux roues par l'intermédiaire d'une transmission. Eh bien ici, on n'a pas peur, on démonte tout. C'est l'opération, j'oserais dire, pont arrière, boîte de vitesse. Allez voir. Donc voilà comment ça se présente. Donc, comment ça marche? C'est tout simple. Vous avez le moteur avec son réducteur et vous avez l'arbre de transmission qui arrive ici. Et puis après, il faut transmettre ça aux roues. Donc on utilise une transmission par engrenage, ce qu'on appelle le pont. Et le pont, eh bien, on n'hésite pas à le démonter, à le mettre à nu,
à le vérifier. Tenez, regardez la taille des organes. C'est pas petit, hein? Eh bien ça, c'est minutieusement vérifié et c'est presque, c'est ce qu'ils disent ici, c'est presque de l'horlogerie. Et on arrive maintenant à la dernière étape, peut-être la plus spectaculaire, autrement dit, vous avez vu, on a un chaudron qui est nu, on a procédé aux réparations mécaniques, au renfort, aux soudures, on a refait les bogies, vous l'avez vu, et puis maintenant, il faut tout remettre ensemble. La caisse passe, bien entendu, en peinture, et puis on arrive ici. Alors, il va falloir tout réhabiller, pas une mince affaire. Et on commence par quoi? Ce qui est en dessous sous le châssis, les sous-bassements, c'est-à-dire la clim, les convertisseurs électriques, les circuits de frein, les watters, tout ça, on peut l'installer dessous, et puis on travaille à l'intérieur. Alors on travaille à l'intérieur, il faut rhabiller, vous voyez, il faut remettre les isolants, remettre le pavillon, remettre les câblages électriques, les premiers, et les câblages électriques qui sont des câblages électriques évolutifs, parce qu'on en veut plus, par exemple sur cette rame, nouveau design, il y a des variateurs de lumière, c'est pas tout ou rien. Ensuite, il faut mettre le Wi-Fi, c'est à la mode, il faut mettre des prises de courant qui seront sur toutes les rames en 220 volts parce qu'on a des ordinateurs. Il faut recharger son téléphone portable. On a tous eu des problèmes avant du TGV où il fallait aller dans les toilettes pour trouver du 220. Ça, c'est nouveau, il faut répondre aux demandes de la clientèle. Et puis après, il faut fixer les sièges. Et oui, pour les passagers. Et puis pour fixer les sièges, il y a un plancher en bois. Dessous, on met des platines du renfort, pour pas que ça s'arrache en cas de choc. Et puis, c'est ce que font ces messieurs. On met des sièges tout neuf. Alors, nouveau design, nouveau siège, nouveau coloris, nouvelle qualité de siège. Disons que les sièges, ils ne feront pas la durée de vie du TGV. Si celui-ci est à Bivi, il va ressortir tout neuf. Les sièges, on dit durée de vie à peu près, 5 ans. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tout va être habillé, vous allez voir, il y a toute une chronologie que j'appelle le contrôle qualité. Alors Lionel, que va-t-il se passer maintenant une fois que la voiture va être finie, équipée? Il y a les sièges, les cendriers, les corbeilles à papier, les prises de courant. Après? Alors étant donné que beaucoup de modifications ont été amenées, on a la phase qualité qui va démarrer et c'est en fait une série d'essais, différentes phases d'essais. Donc la première, c'est qu'on va emmener la remorque à un stand électrique informatisé où on fera différents tests. La première, tout ce qui est filaire, sans alimenter la remorque, pour être bien sûr de valider les lignes, et ensuite toutes les alimentations, le 220 volts, le 380 jusqu'au 1500 volts pour le chauffage. Donc ça c'est la première étape. On valide ainsi les 10 remorques de la rame. Ensuite les deux motrices sont validées à part, on appelle ça du battement à blanc, et on va alors à ce moment-là assembler le tronçon. C'est-à-dire les 2 motrices plus les 8 remorques. D'abord les 10 remorques pour faire un nouvel essai, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le rebranchement, un nouvel essai filaire de toutes les lignes sans tension, et ensuite on va rassembler avec les 2 motrices, et là on va pouvoir alimenter la rame. Donc c'est des alimentations en statique qui vont se dérouler à l'extérieur. Toutes les alimentations ont été testées, tous les courants distribués, l'alimentation 25 000, l'alimentation 1500. Et après cette phase de validation, on pourra entamer la grande phase d'essai qui est sur la plaine d'Alsace en ligne. On va pouvoir tester la rame à 220 km/h. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout de valider les distances de freinage. Vu qu'on roule très vite, on va surtout valider les distances de freinage qui doivent être bien précises. Une fois tous ces essais engagés, on pourra toujours Bichheim, emmener les rames à Paris, où on a des sillons, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut utiliser les lignes, par exemple Paris-Le Mans ou Paris-Vendôme. Là, on va rouler à 300 km/h, valider une nouvelle fois les essais. Et à ce moment-là, on va livrer le produit, qui est comme une voiture neuve, livrer le produit à notre client, qui est VFE, qui est le commercial, qui est eux qui utilisent les rames. Et là, on aura la validation de la rame. On transporte des gens, on a des besoins en sécurité extrême, donc tout est mis en place pour bien sécuriser les lignes. Et on peut dire que c'est le label Bichheim. Et c'est le label Bichheim, tout à fait. Voilà, ce que vous venez de voir, en somme, c'est la phase finale, la dernière phase. C'est-à-dire qu'on reconstitue, on réassemble la rame, on la remet sur ses bogies par l'intermédiaire toujours de l'anneau de liaison. Et mine de rien, vous voyez cette rame, une fois que les opérations sont terminées, elle est partie pour un grand tour. Allez, 15 ans, et puis quelques millions de kilomètres. Allez, bon voyage. La maintenance, c'est une opération importante qui permettra de maintenir le matériel en bon état pendant toute sa vie. La maintenance, c'est le cœur en réalité de l'exploitation de ce type de matériel. Non mais ça, attendez, ça c'est valable
pour un camion, pour une voiture, pour un avion. Mais pour un TGV, c'est doublé du fait que tout de même c'est de la très belle maintenant, parce qu'il y a des contraintes. On roule à 300 là, on roule plus à 160. Tout à fait, nous avons une ingénierie de toute manière qui réfléchit jour après jour à améliorer la fiabilité de notre matériel et à permettre justement cette évolution de vitesse, le 300 demain, le 350 peut-être après-demain, etc. C'est pour ça qu'en réalité, nous travaillons tous les jours pour chercher des opportunités d'améliorer la fiabilité. Vous tirez, ça s'appelle tirer les enseignements de l'expérience. Bien entendu, nous avons 30 ans d'expérience où on a construit jour après jour, en fin de compte, cette expérience qui est maintenant, on peut l'exporter même dans des pays comme la Corée. Alors pourquoi, dites-vous, ici, on procède à la mi-vie ? Alors, une opération de mi-vie, globalement un TGV, on a imaginé qu'un TGV c'était à peu près 30 ans de vie, 30 ans d'exploitation. Donc mi-vie, 15 ans. Nous avons fait des expériences à partir du Sud-Est. Nous avons observé le TGV Sud-Est au fil de nos opérations de maintenance et nous nous sommes aperçus que 15 ans, c'était globalement la bonne période pour pouvoir remettre à niveau et remettre ce qu'on appelle à potentiel nos rames TGV. C'est-à-dire, c'est quoi vous le mettez à nu, vous le déshabillez complètement. Alors, un TGV qui rentre chez nous, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de pudeur parce qu'on va complètement le déshabiller. On va enlever les sièges, bien entendu, la moquette, on va enlever tout ce qui est décoration, on va enlever tous les organes majeurs comme les bogies, comme les essieux, comme les moteurs de traction. On met complètement ce qu'on appelle le chaudron à nu pour pouvoir intervenir. Et donc ça vieillit bien, quoi. Les problèmes, est-ce que c'est des fatigues ou c'est de la corrosion ? Alors, surtout de la corrosion liée au choc, en réalité, liée au choc du ballast, par exemple, qui vient taper, surtout plus on roule vite, qui vient taper sur la caisse, plus des impacts divers et variés. Peu de chocs frontaux, heureusement, mais sinon, le matériel, c'est de l'usure naturelle, mécanique, d'axes, de roulement, etc. Et donc, est-ce que, par exemple, vous sous-traitez après, c'est-à-dire ici, vous faites le chaudron, on va reparler de l'aménagement intérieur, mais par exemple, les moteurs électriques, vous ne le faites pas, ça ? Alors, le domaine matériel s'est réorganisé avec ce qu'on appelle des centres d'excellence. Donc des ateliers SNCF sont chargés de réparer ce qu'on appelle des pièces réparables du matériel pour l'ensemble des technicentres de France. Donc les moteurs sont réparés dans un autre technicentre. Nous nous occupons particulièrement de ce qui est essieux. Par exemple, nos bogies, nous réparons nos bogies. Et nous réparons toute la partie aménagement intérieur, tout ce qui est le bar par exemple. Tout ce qui est dans le bar, nous réparons ici tout ce qu'il y a dans toutes les parties, tous les organes du bar, comme les micro-ondes au hasard, les grilles toast pour que les clients puissent déguster un plat chaud. Vous changez donc vous changez les sièges, la moquette, mais quelle est la durée de vie là ? Là, il y a un phénomène de mode aussi qui doit jouer. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à cette opération lourde de maintenance dont on a parlé précédemment, il y a une opération qu'on appellera confort client. C'est l'aménagement intérieur, on appelle ça aussi papier peint moquette. En réalité, c'est un peu comme à la maison, on change la tapisserie de la salle. Donc on change les sièges, bien entendu, ou le revêtement des sièges parce qu'on change la mousse, ou parce qu'on change la forme du siège parce que ça a évolué. On change les couleurs parce que le client attend une évolution comme il a vu chez lui. Le client se lasse de la décoration d'un train. Oui, bien entendu, parce qu'en plus on a des clients très habitués qui utilisent le train tous les jours. Donc petit à petit, on peut considérer que certaines peintures ne sont plus au goût du jour, certaines peintures ont aussi vieilli, bien entendu, et ce qui fait qu'on doit toujours avoir ce côté chaleureux, ce côté accueillant, et c'est pour ça qu'on fait des opérations à peu près tous les 5 ans. Alors, dernier point, entre le moment où rentre une rame et le moment où elle sort, combien de temps, combien de jours ? Alors sur une opération comme le TGV a aujourd'hui, une opération mi-vie plus rénovation complète, 38 jours entre le moment où elle rentre et le moment où elle sort. Un mois et demi. Un mois et demi à peu près. Sur une opération de papier peint moquette, comme je l'ai appelé tout à l'heure, donc une opération confort, on le fait en ce qu'on appelle en job, en semaine, donc sur 4 jours. Et alors, le coût, ça a un coût. Vous devez le chiffrer, vous êtes facturé, évidemment. Oui, une modernisation complète, c'est aux alentours de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour 15 ans, pour 20 ans. Ce qui est, moi je qualifierais ça d'honorable, mon client répondra ce qu'il veut. Eh bien, on posera la question à M. Pépi. Merci, monsieur le directeur.
vitesse, sécurité, régularité, confort. Les performances du chemin de fer ne peuvent se maintenir qu'au prix d'un entretien rigoureux du matériel roulant, de l'outillage et des équipements d'alimentation des lignes électrifiées. Une bonne voie pour atteindre un objectif de qualité au meilleur coût, les règles d'entretien, à condition qu'elles soient élaborées de façon réaliste, diffusées en fonction du besoin des agents, appliquées de façon continue et évolutive. Je te présente notre stagiaire qui vient voir un contrôle d'ultrason. Bonjour. Tu vas lui expliquer comment ça se passe. Ouais, d'accord. Le principe consiste d'envoyer des vibrations dans le corps de l'essieu et de les recueillir à l'aide de cette sonde, qui s'appelle un traducteur. On obtient ainsi des échos normaux qu'on voit. Et la zone à surveiller est de 4,5, 4,6, qu'on doit avoir aucun défaut qui doit apparaître sur cette zone. Alors vous ne pouvez pas détecter les fissures autrement qu'avec cet appareil? L'appareil est indispensable pour détecter des fissures qui se trouvent internes. Mais on pourra détecter des fissures externes, soit à l'aide de magnétoscopie ou à l'aide de recelage. Nous allons aller voir un agent qui fait une visite sur un bogie, où il va contrôler l'usure des semelles de frein. C'est ce repère qui vous indique si une semelle est encore bonne ou pas? Oui, oui. Donc, celle-ci, vous allez la changer aussi? Non, l'épaisseur restante par rapport au repère est encore dans les tolérances. Et comment savez-vous? C'est la règle qui me l'indique. Et comment feriez-vous si le document n'existait pas? J'aurais remplacé toutes les semelles alors que certaines étaient encore bonnes. Bien souvent, c'est l'agent lui-même qui ressent le besoin de règles d'entretien pour l'exécution de son travail. Et pourquoi? Ce sont quand même des professionnels. Oui, mais la règle lui permet de maîtriser plus facilement son domaine d'action. Mais il ne remet jamais en question les solutions proposées. Il faut savoir que l'agent participe à l'élaboration des règles d'entretien. C'est important si l'on veut que la règle soit réaliste. On a besoin de son expérience, de son avis et de ses tours de main. Alors, t'as réussi? Oui, oui. Toujours le problème de rupture de connexion. Encore? On va aller voir ça. Vous rencontrez souvent ce genre d'incident? Ah, depuis quelque temps, ça se répète, oui. Ça devient même très inquiétant. Qu'est-ce que vous allez faire? Remplacer l'alternateur, bien sûr. Et moi, je vais le noter sur mon cahier journal. Mais je comprends pas pourquoi vous le notez puisque vous le réparez. Et mon travail consiste également à recueillir un maximum d'informations, de façon à en tirer des conclusions pour améliorer la fiabilité du matériel. On ne peut pas se contenter d'une action immédiate. Et c'est votre premier stage? Je suis à la SNCF depuis 3 semaines. Et vous, comment est-ce que vous êtes devenu rapporteur? Eh bien, étant possesseur d'un CAP, je suis rentré à la SNCF comme compagnon. J'y suis resté pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai essayé de préparer un examen de technicien d'entretien. Je l'ai réussi. Ensuite, j'ai passé un examen de chef d'équipe. Je l'ai également exact. J'ai dirigé une équipe.
Et puis, au bout de 3 ans, j'ai été sollicité pour venir dans un groupe d'études. Et ça fait 3 ans que j'y suis. Et vous ne regrettez pas la production? Non, mais c'est complémentaire au travail de production que j'ai déjà fait. Ça m'a permis d'acquérir des connaissances afin de faire une meilleure analyse sur les problèmes. Alors, c'est un organe qui a une très bonne tenue en service. Les dépôts utilisateurs n'ont aucun problème. On ne décèle aucune anomalie particulière en cours de révision. Mais vous avez modifié vos règles d'entretien? Non, non, pas du tout. Nous n'avons rien changé à nos méthodes de travail. Et pourrais-je avoir connaissance du parcours et des services des engins? Je vais vous les montrer. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, je vais faire une analyse complète du problème. Après avoir rendu visite aux établissements utilisateurs, je ferai la synthèse de mes informations et je proposerai une règle d'entretien. Mais ça va vous prendre longtemps? Je pense déposer mes conclusions dans 6 mois. Pardon. Toutes les informations relatives aux anomalies de fonctionnement, aux incidents en ligne, aux coûts, permettront au groupe de travail concerné d'élaborer objectivement la règle d'entretien. Bon, ben, j'ai toutes les informations. Oui, alors là, on s'aperçoit que le taux de défaillance, il est faible au cours des premières années d'existence des alternateurs, pour croître ensuite très rapidement à partir de 2 300 000 km. Et là, on est vraiment donc en présence d'un phénomène de vieillissement. Pourquoi on rencontre des problèmes d'alternateurs à 4 mâts et pas à nez vert? Eh bien, parce que les engins de dépôt de Caen et de Chambéry n'ont pas encore atteint ce seuil. Vous m'avez parlé tout à l'heure du taux de défaillance. Et vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, le taux de défaillance, c'est le rapport du nombre d'organes défaillants sur le nombre d'organes en service et pendant une période donnée. Alors, compte tenu du taux de défaillance que l'on peut accepter, je propose qu'on effectue la dépose des alternateurs à 2 200 000 km. Alors, cette courbe, on va l'imprimer. Bon, ben, je pense que tu peux y aller comme ça. D'accord. Bon, bah alors maintenant, on peut appliquer la règle. Ah non, parce que maintenant, il faut que les établissements mettent le projet en application plusieurs mois. Puis après, ils font leurs remarques à l'animateur réseau. Vous avez eu des difficultés d'application? Non, ça fait 3 mois qu'on applique le projet. Maintenant, on n'a rencontré aucune difficulté. Bon. Alors, aucune remarque à formuler? Si. Un compagnon qui propose un outillage pour faciliter les soudures. Là, on peut le voir si vous voulez. Bien sûr. Ah, je vous présente notre stagiaire. Monsieur est l'animateur réseau. Enchanté. Hein, on va aller voir le compagnon de l'outillage. Hein? Vous venez avec nous? Alors, l'outillage qu'il a mis au point, On y arrive là. c'est là, ouais. Alors voilà, l'animateur réseau, qui est chargé de recueillir nos critiques sur le projet. Ça alors? Vous montrez un peu comment ça fonctionne? Voilà, et après on visse. C'est ça, oui. Et quels sont les avantages de votre système? Ils sont aux 3 ordres. Gain de temps. Avant, il fallait faire connexion par connexion. Maintenant, on les fait tout ensemble. Gain de qualité, mais la soudure est meilleure du fait que la masse est directe entre l'électrode et la connexion. Et gain de main d'œuvre, qu'avant il fallait toujours un agent pour accompagner, alors que maintenant on l'envoie tout seul. Écoutez, votre idée d'outillage me paraît intéressante. J'en parlerai au rapporteur. Mais on va enfin pouvoir l'appliquer alors cette règle? En fait, il ne s'agit que d'un projet.
Il ne deviendra règle que quand il aura reçu le consensus de tous les intéressés et de la direction du matériel, lors de la discussion interréseau. Rupture ou fissuration, remplacer toutes les connexions. Ah, à Nevers, nous, on n'est pas tellement d'accord. On ne va pas rechanger toutes les connexions pour une fissure, simplement. Ah oui, c'est vrai. Pas la nécessité. Tout le monde pardon, mais enfin, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je préférerais personnellement qu'on remplace toutes les connexions. Nous avons eu le cas dernièrement, une connexion, un alternateur, donc une connexion avait été réparée. Un mois après, nous avons une connexion à côté qui a lâché. À Rennes, ils ont eu le même problème. Même problème à Rennes. Et toi, qu'est-ce qui t'a conduit à exercer un contrôle systématique par reçuage sur toutes les connexions? C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que des connexions apparemment saines avec un visuel, on a fini par lâcher quand même. On a décidé de une méthode plus approfondie de détection. Oui, mais alors, est-ce que les rotors là, qui ont eu un reçuage et toutes les connexions remplacées ont donné lieu encore à anomalie? Depuis que les connexions subissent un reçuage, on a trouvé une amélioration. La règle définitive est donc le résultat de l'étude du comportement en service, de la confrontation des meilleures idées recueillies dans plusieurs établissements et de l'accord des agents concernés. Elle permet d'obtenir un entretien au meilleur coût en définissant ce qui doit être fait au plus juste pour que l'organe puisse vivre sans avarie importante jusqu'à l'opération d'entretien préventive suivante. La règle réduit ainsi les interventions curatives longues et coûteuses. Voilà, mademoiselle. Le document d'entretien sur les alternateurs est arrivé. Et vous êtes sûr? La règle est applicable. Ah oui, tout à fait, maintenant. Comment allez-vous faire pour que les agents prennent connaissance de la règle? Eh bien, je vais la diffuser sur le tas en montrant bien ce qui a motivé la règle. Hein. Et je vais préparer cette diffusion très soigneusement en rassemblant un certain nombre d'éléments qui permettront de bien la comprendre et surtout de bien savoir comment l'utiliser. Donc, je vais demander un procès-verbal de la réunion finale, l'outillage de soudage, des photos, des croquis, des dessins. Je peux faire appel aussi à des maquettes de fonctionnement et puis éventuellement me mettre en rapport avec le groupe d'études qu'il a élaboré. Bon, alors on est bien d'accord, avec ce matériel pédagogique très simple, j'ai le schéma de mon alternateur, avec son rotor, son induction, le stator. Hein. Alors là, grâce à la continuité du circuit électrique du rotor, je génère un courant alternatif, on le voit apparaître très bien sur l'oscilloscope. Alors mademoiselle, pour vous particulièrement qui avez vu une rupture de connexion, voilà, je vais la symboliser là, voilà. On vient de voir les critères de remplacement des connexions. Maintenant, voilà, la règle nous invite à utiliser un outillage de maintien. La diffusion assure la promotion de la règle d'entretien. Les dirigeants qui en sont chargés doivent non seulement donner la connaissance de cette règle, mais aussi obtenir de tous les agents une profonde compréhension. Mais le comportement du matériel évolue. Ah oui, bien sûr. Mais alors que devient la règle? La règle, elle évolue avec lui aussi. Il y a un certain nombre de causes qui peuvent la rendre caduque. Une utilisation différente du matériel, une variation dans la qualité des approvisionnements, et le vieillissement tout simplement. L'agent d'entretien, lui, il note ces dégradations, il note ces faits, et puis il signale les anomalies, et ça peut aller jusqu'à la remise en cause de la règle. Et là, il y a une chose qui est très importante, c'est que les idées nouvelles émises par les compagnons permettent d'améliorer les méthodes d'entretien. Vous voyez, ça fait un certain nombre de choses qui justifient l'évolution constante des règles d'entretien. C'est pas une chose figée. Pour nous, pour les agents d'entretien, disons que l'objectif principal, c'est d'obtenir un travail de qualité, mais aussi de le faire au moindre coût. Alors pour y parvenir, il faut du métier et des règles d'entretien qui soient vraiment adaptées aux dégradations réelles. Participer activement à l'élaboration de ces règles, les appliquer, les faire évoluer, eh bien, nous en avons conscience, c'est contribuer à la satisfaction de notre clientèle.